Bienvenue dans cet après-midi consacré à l'entrepreneuriat des femmes. Pour aborder avec plus de précision le plan d'action régional pour l'entrepreneuriat des femmes, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Merci à vous Madame Schiappa. Avant de vous céder la parole, j'invite Monsieur Thierry Buatois, président de la CCI Bourgogne-Franche-Comté, à me rejoindre. En effet, la CCI a la gentillesse d'accueillir notre après-midi dédié à l'engagement de 19 partenaires autour de l'entrepreneuriat des femmes dans notre région. Monsieur Buatois, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Madame la ministre, bonjour. Monsieur le secrétaire général pour les affaires régionales, représentant monsieur le préfet de région, monsieur le vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, représentant madame la présidente de région, madame la représentante de monsieur le maire de Dijon, madame la responsable création entrepreneuriale Bourgogne-Franche-Comté chez BPI France, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Ce que je disais en première, c'est une première pour moi d'accueillir le ministre. Merci beaucoup dans ces lieux, je suis tout jeune. Je suis heureux de vous accueillir pour ce temps d'échange autour de l'entrepreneuriat féminin, et plus spécifiquement dans le cadre de la signature que nous aurons tout à l'heure de la charte d'engagement en faveur de l'entrepreneuriat pour les femmes en Bourgogne-Franche-Comté. À la CCI Bourgogne-Franche-Comté, nous comprenons très bien ce que le mot entrepreneuriat signifie. En tant que membres élus, nous sommes toutes et tous des chefs d'entreprise. Et nous comprenons bien ce que le mot entrepreneuriat au féminin signifie aussi, comme amélioration et volonté collective. Grande cause nationale du dernier quinquennat, pour laquelle, Madame la Ministre, vous avez œuvré, mais aussi grande cause mondiale, le droit des femmes et l'égalité femmes-hommes progressent. La cause progresse, mais je pense qu'il y a encore énormément à faire. L'accompagnement des porteurs et porteuses de projets, de création, de reprise d'entreprise est au cœur des activités des CCI de Bourgogne-Franche-Comté, comme de toutes les CCI. En matière de création d'entreprise, c'est un fait, les femmes chefs d'entreprise sont moins nombreuses que les hommes. Fin 2019, un tiers seulement des chefs d'entreprise en Bourgogne-Franche-Comté étaient des femmes. Petite satisfaction néanmoins, il est à noter que la participation des femmes à la semaine régionale de la création reprise d'entreprise, que la CCI Bourgogne-Franche-Comté organise chaque année, est plus importante que celle des hommes. Et cela s'est encore confirmé en 2021, puisque 69% des participants étaient des participantes. Pour être entrepreneur ou entrepreneuse, il faut avoir le goût de la liberté, confiance en soi et en son projet, être créatif, passionné et optimiste. On essaie de l'être en ce moment, c'est pas tous les jours facile. Et surtout, bien entouré. Et sûrement encore beaucoup d'autres qualités et facteurs facilitants. À l'opposé, il peut y avoir des freins à l'envie d'entreprendre, comme le manque de disponibilité, une charge mentale ou familiale importante, ou une certaine forme d'autocensure. Notre volonté à la CCI est de contribuer à lever ces freins et à défendre les valeurs de l'égalité femmes-hommes dans l'entrepreneuriat. Et comme ensemble on va plus loin, nous avons souhaité être signataires aux côtés d'autres acteurs locaux de cette charte d'engagement en faveur de l'entrepreneuriat par les femmes, qui se déclinera ensuite en actions opérationnelles dans l'ensemble du réseau de la CCI Bourgogne-Franche-Comté. Du début de la première idée jusqu'à la première année d'activité de l'entreprise, en passant par le conseil, la formation, les formalités, les CCI sont aux côtés des entrepreneuses et des entrepreneurs à chaque étape clé de la vie de l'entreprise. Je conclurai mes propos en encourageant les femmes à oser l'entrepreneuriat. Car la création d'entreprise n'est pas une question de genre, vous l'avez compris, mais d'envie, de volonté et de projet, associé à un accompagnement sur mesure et en appui à tous les secteurs. Merci, bon après-midi. Merci à vous, Monsieur Buatois. Je me tourne maintenant vers vous, Madame Schiappa. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Et c'est avec plaisir que je vous cède la parole et le pupitre.
Monsieur le Président de la CCI Bourgogne-Franche-Comté, cher Thierry Buatois, Madame la députée, chère Fadila Khattabi, Madame la maire adjointe, chère Marie-Hélène Juillard-Dandrian, Madame la représentante du département, chère Madame Coy, Monsieur le vice-président de la région, cher Nicolas Sauré, affluence d'élus aujourd'hui, Madame la responsable de la création et de l'entrepreneuriat à la BPI France, chère Fanny L'Huillier, Madame la secrétaire générale pour les affaires régionales auprès de Monsieur le préfet, chère Anne Coste de Chambéron, Madame la déléguée régionale aux droits des femmes, chère Laurence Guillet, Mesdames et Messieurs les partenaires du PAREF, partenaires sociaux, réseaux d'entrepreneuses et d'entrepreneurs, banques, experts comptables, associations, Mesdames et Messieurs les entrepreneuses de Bourgogne-Franche-Comté, bref, Mesdames et Messieurs en vos différents grades et qualités. Je suis particulièrement heureuse et honorée d'ouvrir cet après-midi avec vous les échanges autour des femmes entrepreneurs de Bourgogne-Franche-Comté et avec vous toutes et tous qui ici soutenez, appuyez, financez leurs initiatives et qui les accompagnez dans toutes les phases de leur projet, de l'idée à sa concrétisation, au développement au sein de vos entreprises et de vos organisations. Alors je veux souligner que c'est une nouvelle étape aujourd'hui qui s'ouvre pour ce beau partenariat qui bénéficie aux femmes créatrices d'entreprises. Je veux vous féliciter toutes et tous pour cet engagement, pour ce dynamisme. 19 partenaires, c'est colossal et ça veut dire qu'il y a vraiment aujourd'hui une volonté commune d'avancer pour soutenir la création d'entreprises et le développement des entreprises par les femmes. Je pense que les projets que vous portez toutes et tous, individuellement en tant que créatrice, porteuse ou repreneuse d'entreprise, ou collectivement dans vos partenariats au sein du PAREF, me parlent tout particulièrement et je veux saluer ici très sincèrement les engagements qui sont portés par vous tous ici. Alors peut-être le savez-vous ou peut-être pas, je suis aussi une serial entrepreneuse puisque j'ai créé dès ma prime jeunesse une agence de communication. Je le dis souvent, je l'ai créée, j'avais 24 ans, j'avais un bébé, je n'avais pas de réseau particulier dans mon secteur d'activité. Bref, comme le dit le philosophe, c'était un peu « oublie que t'as aucune chance et vas-y, fonce ». Mais je l'ai créé néanmoins et ça a fonctionné puisqu'ensuite j'ai créé le réseau Maman Travail que j'ai développé. Et tout ça pour vous dire, je connais le parcours de la combattante, de la créatrice d'entreprise qui mène plusieurs vies en même temps et qui a plusieurs casquettes un peu différentes. Et j'ai coutume de dire que quand on est une femme qui crée une entreprise, en fait on a les mêmes obstacles et les mêmes satisfactions que quand on est un homme qui crée une entreprise, mais avec encore un peu plus d'obstacles supplémentaires à côté. Et c'est vrai que je crois qu'à cet égard, le rôle des organisations qui accompagnent ces créations d'entreprises sont précieux justement pour cette raison, pour la compréhension des spécificités de la création d'entreprises par les femmes. Je pense à la question de la charge qui pèse encore, des charges familiales, qu'il s'agisse de s'occuper des enfants ou parfois des parents dépendants ou de l'organisation de la vie quotidienne, qui pèse majoritairement, nous disent les statistiques, encore sur les femmes. Mais je pense aussi à cette autocensure. C'est vrai que nous vivons dans une société dans laquelle il est déjà tabou de parler d'argent de façon générale et de dire qu'on veut gagner de l'argent. Mais alors quand on est une femme, j'ai l'impression que c'est un peu un double tabou et qu'on doit parfois se justifier ou s'expliquer sur les raisons qui nous poussent à entreprendre. C'est peut-être aussi d'ailleurs pourquoi il y a autant de femmes qui, quand elles entreprennent, s'engagent aussi pour la communauté, pour le collectif, pour le reste, en disant qu'elles le font, mais elles ont aussi à cœur cet intérêt général et c'est absolument fondamental. Alors je suis aujourd'hui en charge de la vie associative, mais aussi de l'économie sociale et solidaire au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne. Et je veux vous dire à quel point je suis heureuse, très simplement, de faire partie d'une équipe qui est dirigée par une femme. Parce que la dernière fois que j'ai connu une femme première ministre, c'était Edith Cresson. J'étais en CE2, j'étais partie en classe de mère et j'avais demandé à ma mère, qui est ici dans la salle, parce qu'elle est dijonnaise, donc je la salue, j'avais demandé à ma mère de m'envoyer une carte postale avec un résumé du journal de 20h tous les jours. Et donc ma mère m'avait envoyé en carte postale, aujourd'hui une femme a été nommée première ministre. Et je m'en souviendrai toute ma vie, parce que j'ai reçu cette carte et je me suis dit à ce moment-là, ah bon, mais jusqu'à présent il n'y avait pas de femme première ministre, et ça m'a vraiment marqué. Et ensuite, rendons-nous compte, on a attendu une génération entière. J'ai eu le temps de devenir adulte, de marier, de devenir mère de famille, de monter des entreprises. Et aujourd'hui, ma fille cadette est en CM2 et nous avons de nouveau une femme première ministre. Je crois que c'est important et j'espère qu'on n'attendra pas encore que ma fille soit elle-même mère de famille pour avoir une femme première ministre. Mais c'est vrai qu'on vit, en tout cas dans le monde politique, un petit moment où on a l'impression que le plafond de verre se fissure un peu.
avec une femme à la présidence de l'Assemblée nationale, beaucoup de femmes à la tête de groupes parlementaires, quelle que soit d'ailleurs leur couleur politique, une femme secrétaire générale du gouvernement pour la première fois, qui est un rôle éminent et important dans la République. Et donc je pense que toutes ces femmes, elles sont aussi les rôles modèles, et qu'il y a quelque part une petite fille en train de recevoir une carte postale en lui annonçant qu'il y a enfin une femme à tel ou tel poste ou une femme dans tel ou tel secteur. Et c'est pourquoi je crois vraiment que la visibilité des femmes entrepreneurs, elle est aussi fondamentale. Parce que au-delà de votre propre activité, de votre propre entreprise, il y a ce rôle modèle, ce message qu'on envoie aux autres jeunes filles ou aux autres femmes d'ailleurs, qui peuvent se dire « Tiens, elle l'a fait, donc peut-être que je vais regarder moi aussi si je peux le faire ». Bref, je pense que ces réseaux de femmes que vous animez, ils montrent aussi que la coopération, le fait de faire ensemble, c'est vraiment un levier très puissant pour agir, pour concrétiser, pour transformer la société. Et ça me tient à cœur parce que j'ai coutume de dire que la cohérence de mon ministère, parce que ce sont deux ministères qui sont réunis en un, les associations, l'économie sociale et solidaire, la cohérence, c'est vraiment le ministère de tous ceux qui considèrent qu'on fait mieux ensemble que tout seul. Parce que la démarche de quelqu'un qui va créer une entreprise ou créer une association, quel que soit son secteur d'activité, c'est de se dire je vais faire avec les autres. On va interagir, on va coopérer, on va agir ensemble, et ça nous permet, je crois, de montrer à quel point cette coopération, elle est forte et puissante. Alors, dans mon ministère, j'ai tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, donc vous connaissez certaines de ces formes, les coopératives, les SCOP, les SIC, les mutuelles aussi, bien sûr, d'une part, les associations, d'autre part, mais je suis aussi chargée d'accompagner tout cet engagement des entreprises sur la philanthropie, le mécénat, les fondations d'entreprises, et puis ces grands mouvements de consommation plus durables que les nouvelles générations nous réclament. Parmi vous, probablement certaines sont des entrepreneuses ou des entrepreneurs de l'ESS, cette économie qui place l'utilité au cœur de ses missions. Et je veux dire à quel point les entreprises d'insertion, de l'éducation, du médico-social, ce sont aussi les entreprises de l'économie circulaire qui œuvrent pour l'écologie, pour que le développement durable se fasse autour de cette nouvelle consommation que j'évoquais. Alors, je veux vous dire très simplement, en tant que ministre, qu'au-delà des bravos et des félicitations qui sont sincères, je vais tâcher d'œuvrer pour faciliter la vie quotidienne de toutes ces entreprises et pour leur permettre aussi de passer à l'échelle. C'est le sens des mesures sur lesquelles nous travaillons. Je pense à la simplification de l'agrément ESUS, parce qu'il y a désormais des paliers d'engagement des entreprises entre la raison d'être, les entreprises à mission, les entreprises à impact avec ce label ESUS que j'évoquais. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de dématérialiser la possibilité d'accéder à ces engagements et vraiment de travailler sur la communication autour de ces paliers d'engagement, mais aussi sur les ponts qu'on peut construire. Je ne crois pas qu'il y ait deux secteurs d'économie côte à côte, parallèles, et qui ne se rencontrent jamais. Je pense qu'il y a des ponts entre l'économie dite de droit commun et l'économie sociale et solidaire, et que ces rencontres, elles sont toujours extraordinairement utiles. Je l'ai vu récemment, j'intervenais au MEDEF de l'Hérault, et il y avait Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, et Fabrice Le Sachet, le premier vice-président, et je lui ai dit, écoutez, je vais visiter une SCOP cet après-midi, venez avec moi. Et donc, il a eu la gentillesse de venir, et on a vu cet échange entre l'entreprise dite traditionnelle et la SCOP pour battre en brèche aussi les préjugés qu'on peut avoir les uns les autres sur les différentes formes d'entreprise. Et je crois que c'est fondamental pour faire en sorte que ces valeurs de l'ESS, elles puissent irriguer progressivement toutes les valeurs et toute l'économie dans la société. Je pense qu'elles sont, je le disais aussi, portées par les entreprises qui créent avec derrière une visée d'intérêt général, ce qui est le cas en fait d'une immense majorité des entreprises, qu'elles soient engagées pour l'environnement, pour les droits sociaux, pour la place des femmes, pour un fonctionnement plus démocratique. Je suis certaine qu'au moment de créer l'entreprise, ces sujets viennent à un moment ou à un autre au cœur des réflexions et au cœur des engagements pour aller aussi conquérir les clients, pour aller attirer les collaborateurs dans un marché de l'emploi qui est parfois en tension sur certains secteurs. Et on m'a dit ce matin à quel point le taux de chômage était bas, autour de 5% dans la région, ce qui veut dire que c'est maintenant un défi pour les recruteurs d'aller chercher des talents et de pouvoir les fidéliser. Mais je crois aussi que la question de la transition écologique et sociale, elle n'est plus pour les entreprises considérée comme seulement une contrainte, mais vraiment comme ce levier d'innovation sociale, de différenciation, et je suis absolument certaine qu'elle vous porte aussi dans vos projets. Alors, je sais que vous êtes nombreuses ici et nombreux à être organisés notamment en association pour structurer des réseaux, et notamment des réseaux de femmes entrepreneurs. Et je veux le dire, je crois vraiment à la force de ces réseaux. Je disais, j'en ai présidé un moi-même pendant une dizaine d'années, et je pense que dans ces réseaux, on trouve parfois le soutien, le booster, ce qui va nous remettre en selle au moment où on doute, parce qu'on sait qu'entreprendre, c'est aussi un chemin parfois avec des doutes, et on y trouve cette solidarité
et cette sororité aussi pour aller plus loin. Alors je sais que le MEDEF est représenté ici aujourd'hui, je le salue. Peut-être que vous le savez, je suis la marraine du réseau Femmes du MEDEF, et donc je veux ici saluer Dominique Carlac qui l'a impulsé, ainsi que Madame Elisabeth Grénin, présidente du MEDEF Bourgogne-Franche-Comté, et Monsieur David Butet, président du MEDEF Côte d'Or, ainsi que les équipes. Je sais que vous travaillez activement à la création d'un réseau de femmes du MEDEF, je vous y encourage et je serai ravie de venir l'inaugurer le moment venu. Alors je pense que les femmes, elles sont de plus en plus présentes dans toutes les formes, mais aussi dans toutes les tailles d'entreprises, grâce à ces réseaux que j'évoquais, qu'ils soient spécifiquement féminins ou que ce soit des réseaux mixtes au demeurant. Et ces réseaux pro-féminins, j'y reviens, je pense qu'ils sont très utiles à 3 échelles. Ils sont d'abord utiles aux femmes elles-mêmes qui sont membres de ces réseaux. J'avais un échange ce matin avec des femmes entrepreneuses au bien public et on a évoqué cette question. Je disais que pour moi, les réseaux féminins permettent aussi de se rendre compte que des problèmes que l'on rencontre ne sont pas nos problèmes personnels, mais sont des sujets de société. Quand on s'aperçoit qu'on a peut-être plus de difficultés à avoir accès au financement, et on en parlera tout à l'heure, ou que c'est extrêmement difficile de concilier vie familiale, vie professionnelle, ou tout autre sujet, quand on s'aperçoit que d'autres vivent les mêmes problématiques au même moment que nous, on prend conscience qu'en fait, c'est pas nous qui faisons tout mal, c'est peut-être une organisation collective sur laquelle il nous faut ensemble réfléchir. Alors pour alléger cette charge mentale des personnes engagées, et notamment dans les associations, nous allons travailler à la création d'un guichet unique sur la question des démarches et des subventions qui va permettre à celles qui sont aussi engagées dans ces associations et dans ces réseaux de vraiment se consacrer à leur cœur de métier et à l'interaction qu'elles ont envie de mettre en place, aux causes qu'elles ont envie de défendre, plutôt qu'au fait de remplir les mêmes papiers de manière sempiternelle. Alors je constate avec joie à quel point l'entrepreneuriat au féminin a progressé dans notre société, et je vois comment les femmes, en se mobilisant et en mobilisant les pouvoirs publics, mais aussi les CCIR, les banques, etc., elles sont en train de réussir à prendre vraiment toute leur place parmi les créateurs et parmi les dirigeants d'entreprise. Je veux, avant de conclure, dire un mot sur la question du financement, qui me paraît crucial, et c'est pourquoi je veux vraiment remercier les banques et les réseaux de financement et d'accompagnement qui sont présents avec nous aujourd'hui. Plusieurs études, notamment l'étude du collectif Sista, démontrent que les femmes ont moins accès au financement. D'abord, peut-être paraît-il qu'on demande moins d'argent, qu'on forme des business plans dans lesquels on est extrêmement précautionneuse et dans lesquels peut-être on ne demande pas davantage d'argent, mais peut-être aussi qu'au moment du financement, le cas général est qu'on nous finance moins. Peut-être qu'il y a aussi un certain biais de regard, encore quelques stéréotypes de genre qui existent et qui sont portés sur les femmes en situation d'entreprendre et qu'on donne moins accès au financement de leurs projets. Et c'est pourquoi je crois que c'est si fondamental et si important que les banques elles-mêmes s'engagent, et je salue véritablement celles qui sont présentes aujourd'hui et qui nous disent en s'engageant qu'au-delà des engagements chiffrés qu'elles prennent de mieux financer les projets de femmes, les femmes seront bien accueillies. Et ça, c'est important, se dire qu'au moment où on va pousser la porte de la banque, les premières personnes à qui on va expliquer notre projet vont porter un regard bienveillant et vont tâcher de nous aider à le structurer encore mieux, à le rendre réalisable, à le rendre pérenne, c'est fondamental. Donc la route est longue, mais elle est ouverte, et vous voir toutes et tous mobilisés aujourd'hui au sein de ce PAREF, autour des entrepreneurs de Bourgogne-Franche-Comté et de Côte d'Or, nous montre à quel point cette coopération, c'est vraiment un modèle puissant pour faire ensemble et pour faire progresser nos organisations et la société tout entière. Alors je suis très heureuse et honorée de servir cette vision de l'économie de la coopération aujourd'hui avec les acteurs réunis. Je vous avoue que voir toutes ces énergies ici rassemblées et les échanges que j'ai pu avoir depuis ce matin pour accompagner le succès des entrepreneurs donne beaucoup d'énergie à la ministre que je suis et à l'ancienne entrepreneuse qui est jamais très loin. Et je veux dire à quel point vous apportez énormément à votre région, à votre pays, tant par ce que vous faites que par ce que vous accomplissez ensemble. Et c'est l'autre utilité, je crois, de ces réseaux pro, qu'ils soient féminins ou mixtes, c'est vraiment d'avoir une action de développement économique, et y compris pour son territoire, et d'agir aussi au service du territoire en le valorisant. Alors vous me trouverez toujours disponible pour vous, je serai à vos côtés pour tâcher de faire progresser l'entrepreneuriat des femmes en Côte d'Or, en Bourgogne-Franche-Comté et partout en France. Je veux dire que j'avais été invitée ici par Laurent Guillet initialement il y a quelques mois, quand j'étais plus membre du gouvernement. Je devais venir en tant qu'entrepreneuse échanger avec vous, et finalement j'ai été invitée en tant qu'entrepreneuse et je viens en tant que ministre. La petite leçon d'économie à retenir, c'est qu'il faut toujours acheter à la baisse parce qu'un jour ou l'autre, le cours va remonter. Donc c'était un bon investissement. Et je veux conclure en vous disant que je
souhaite partager avec vous cette belle citation de Simone de Beauvoir sur la question du travail et le rapport des femmes au travail qui me semble si fondamental et qui nous permet d'atteindre la mixité entre les femmes et les hommes, parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est faire ensemble et avancer ensemble. Simone de Beauvoir donc écrivait que c'est par le travail que la femme a franchi la distance qui l'a séparée de l'homme, et c'est par le travail seul qu'elle pourra conquérir une liberté concrète. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Nous avons également le plaisir de compter parmi nous la présence de Monsieur Nicolas Sauret, vice-président en charge des finances, du développement économique, de l'économie sociale et solidaire et de l'emploi au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Madame. Je tentais que ça marche. Ça marche. Merci beaucoup Madame. Madame la Ministre, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Monsieur, Madame la secrétaire générale aux affaires régionales, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie régionale, Madame la représentante de la Banque publique d'investissement, Mesdames et Messieurs. On m'a octroyé beaucoup moins de temps que Madame la Ministre, donc je vais être beaucoup plus concis. Mais je voudrais bien sûr lui dire, chère Madame la Ministre, combien votre discours porte le souffle que la présidente de région, Marie-Guide Dufay, elle-même veut introduire dans cette politique publique d'accès à l'entrepreneuriat des femmes, ce qu'elle a déjà entamé depuis le 9 avril 2021, date à laquelle nous avions pris acte de l'accord national entre l'État et la BPI, et Marie-Guide Dufay s'était mise un point d'honneur à être la première présidente de région à décliner au niveau régional cet accord sur la promotion et le développement de l'entrepreneuriat des femmes, et cela nous avait permis, à l'époque, moi je n'étais pas élu, mais avait permis à l'équipe régionale de l'époque de décliner ce contrat en 5 priorités. En fait, ces 5 priorités, vous les avez rappelées tout au gré de votre discours, sur la mobilisation des acteurs locaux pour l'accompagnement, le développement, la promotion de l'entrepreneuriat chez les femmes, la mise en réseau des femmes à chaque étape de leur parcours de création d'entreprise. Nous nous y sommes attachés. Nous avons voulu également proposer des actions dans les territoires les plus fragilisés, en quartiers prioritaires, dans les zones de revitalisation rurale, mais aussi dans les secteurs d'activité où, traditionnellement, les femmes sont moins représentées. Autre axe, c'était, vous l'avez dit aussi, la valorisation des créatrices et des entrepreneuses pour faire des modèles et pour démontrer que cela fonctionne, que ça marche. Et puis, bien sûr, former les acteurs, vous l'avez évoqué aussi, l'ensemble des acteurs de l'écosystème. La réussite de ce type de plan, vous l'avez dit, c'est quand, à chaque étape de l'accueil jusqu'au financement de ce parcours de la création d'entreprise, l'entrepreneuse, la future entrepreneuse, se sent bien accueillie, mise en confiance, et qu'à aucun moment, elle ne sent qu'il y a un frein qui s'oppose à elle, un frein qui ne serait pas opposé à un homme qui serait créateur d'entreprise. Nous avons capitalisé sur les premiers résultats de ces actions, et dans le schéma régional de développement économique que nous avons présenté à l'Assemblée régionale en juin dernier, Marie-Guide Dufay a souhaité que l'entrepreneuriat des femmes soit un des axes majeurs de travail pour ce nouveau schéma régional de développement économique. Nous avons lancé des actions, financé des actions, accompagné un certain nombre de réseaux qui sont aujourd'hui dans la salle, comme le concours Initiative au féminin, porté par le réseau Initiative, les garanties bancaires qui sont apportées par le réseau France Active, spécifiquement pour les femmes qui entreprennent, l'abondement de l'ADI pour les créateurs d'entreprises, en particulier les femmes qui ne sont pas bancarisables, vous y avez fait allusion tout à l'heure, et puis des actions de sensibilisation auprès des jeunes filles, des collégiennes, des lycéennes, pour leur dire très tôt qu'il n'y a pas de fatalité et que quand on est une femme, on peut entreprendre. Je crois que ce qui rejoint l'action de la région dans le discours que vous avez prononcé, c'est cette volonté de casser les stéréotypes très tôt, très vite, chez les jeunes femmes d'abord, pour qu'elles sachent très tôt qu'elles peuvent entreprendre, mais aussi au sein de l'ensemble des acteurs qui, à un moment, seront appelés à accueillir et à accompagner. Quand j'ai rencontré un certain nombre de réseaux au moment de la création de ce schéma régional de développement économique, j'ai rencontré des créatrices d'entreprises, j'ai été assez frappé de quelques témoignages qui me sont remontés.
Peut-être parce qu'effectivement, quand on est un homme, on ne vit pas ça et qu'on a besoin d'avoir ce type de témoignage. Moi, je me souviens d'une jeune entrepreneuse qui m'a dit, vous savez, la première fois que je suis arrivé chez mon banquier m'a dit, mais on n'entreprend pas quand on est une femme. C'est étonnant cette démarche. Donc, je me permets de dire qu'il ne s'agit pas des établissements bancaires qui ont signé le PAREF. Voilà, soyons clairs, voilà, qu'ils soient tranquilles. Non, voilà, je ne citerai pas le nom, d'abord je l'ai oublié, j'ai préféré l'oublier. Tout cela pour dire que la région Bourgogne-Franche-Comté est mobilisée, aux côtés de l'État, aux côtés de la Banque publique d'investissement, aux côtés de l'ensemble des partenaires qui travaillent quotidiennement à cette question. Est-ce que l'on a progressé? Oui, par rapport aux actions qui avaient été mises en place. Est-ce que c'est suffisant? Non. Aujourd'hui, il y a moins de 30% des entreprises qui sont immatriculées qui relèvent d'une démarche d'une femme. Ce n'est pas suffisant. Marguerite Dufay, comme l'ensemble de son équipe, considère que ce n'est pas suffisant. L'engagement que nous prenons aujourd'hui, à travers la signature de cette nouvelle impulsion, de ce nouveau PAREF, c'est de faire mieux, de faire plus fort, d'analyser d'abord à quel moment ça coince, à quel moment les difficultés sont les plus accrues, qu'est-ce qui empêche que plus de femmes aujourd'hui accèdent à l'entrepreneuriat. C'est l'engagement qui est pris par Marguerite Dufay. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous, Monsieur Sauvé. Je me permets de vous rappeler qu'effectivement, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté est partenaire du PAREF, le plan d'action régional pour l'entrepreneuriat des femmes aux côtés de l'État et de BPI France. Alors justement, parlons de BPI France, qui est donc le dernier partenaire. J'invite donc Madame Fanny Lhuillier, responsable création entrepreneuriat Bourgogne-Franche-Comté chez BPI France, à prendre la parole. Merci. Madame la ministre, Madame la secrétaire générale pour les affaires régionales représentant Monsieur le préfet de région, Monsieur le vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté représentant la présidente de région, Madame, c'est moi, donc excusez-moi, j'ai emprunté, je n'ai pas l'école, donc du coup, voilà, donc c'est moi, Madame la représentante de BPI France, Monsieur le président de la CCI de Bourgogne-Franche-Comté, merci pour vos notes, Madame et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. J'ai peu de temps, mais ce n'est pas grave, j'avais préparé quelque chose d'assez court. Pour vous dire que depuis janvier 2019, BPI France Création finance, aux côtés de l'État et des régions, les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises au niveau national. En région, nous avons des outils ou des budgets pour accompagner des sujets spécifiques comme la création d'entreprises en quartier politique de la ville, en zone rurale, mais aussi l'entrepreneuriat des femmes. Après avoir signé en mars 2021 la déclinaison régionale du PAREF, nous avons commencé à fédérer les acteurs et entamer des travaux de compréhension des enjeux, à travers notamment l'étude INSEE. Ce travail préalable est très important pour ensuite décliner cela d'un point de vue opérationnel, et je suis heureuse qu'il ait pu être accompli et qu'on puisse vous présenter aujourd'hui. Pour nous, il est très important de partager ces constats et surtout d'accompagner dès que possible les initiatives en cohérence. Dans le cadre du PAREF régional, BPI France peut intervenir financièrement jusqu'à 50 000 € par an aux côtés de la région et de l'État. Nous avons donc un budget dédié au sujet de la création d'entreprises des femmes en région, et du coup j'espère que nous trouverons l'occasion très rapidement d'utiliser ces sommes pour accompagner vos initiatives. Merci pour cette brièveté qui nous a même surpris. Merci à vous. Je crois que vous avez d'autres obligations, Madame la Ministre. Merci encore à vous pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Madame Lhuillier, ne partez pas, nous nous retrouvons dans un instant pour parler d'une enquête nationale menée par BPI sur la relation des femmes à l'entrepreneuriat. Mais nous allons débuter tout de suite avec une autre étude réalisée cette fois par l'INSEE. Pour
parler de cette étude engagée dans le cadre du PAREF en partenariat avec la Direction aux droits des femmes et à l'égalité, j'invite Madame Régine Bordet-Gaudin, chef de projet d'études à la Direction régionale de Bourgogne-Franche-Comté, à me rejoindre. Je vous en prie. Je vous laisse prendre place. Là, vous avez le choix. Celle qui vous tente le plus. Bonjour Madame Bordet-Gaudin. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut en avoir deux en même temps? Non. Ok, eh ben, je couperai le mien. Alors, j'ai une feinte. Attendez. Il ne faut jamais se laisser démunir. Ça marche? Parfait. Parfait, parfait. Allez-y. Alors, je vous ai bonjour Madame Bordet-Gaudin. Et puis, on va parler donc d'une étude réalisée par l'INSEE, dans le cadre, je le disais, du PAREF. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer quel est l'intérêt de cette étude dont les résultats ont été publiés en juillet 2022? Alors oui, nous avons... bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et donc de parler de cette étude qui a été réalisée en partenariat avec la DRDFE, avec le Bourgogne-Franche-Comté. Alors cette étude en fait fournit des informations sur le développement de l'entrepreneuriat dans les territoires de la région. Donc l'entrepreneuriat féminin en particulier, et nous analysons les caractéristiques des dirigeantes d'entreprise, notamment en particulier leurs revenus selon le type d'entreprise qu'elles détiennent et selon le territoire dans lequel leurs entreprises est implantée. On constate en France depuis plusieurs années que de plus en plus de femmes créent leur propre entreprise, et c'est tant mieux, on l'a dit, ce n'est pas encore assez, toutefois, mais quelle est l'ampleur du phénomène dans notre région? Est-ce qu'on est bons élèves ou pas? Alors écoutez, on va voir tout ça. Dans la région, en fait, c'est près de 47 000 femmes qui sont chefs d'entreprise, et elles sont en effet de plus en plus nombreuses, puisqu'on constate que leur nombre a augmenté de 60% entre 2012 et 2020. Donc c'est malgré tout un petit peu moins qu'au niveau national où c'est 67%. Et puis leur part parmi l'ensemble des entrepreneurs a également progressé. Aujourd'hui c'est 1/3 des entrepreneurs qui sont des femmes dans la région, c'est-à-dire 5 points de plus qu'il y a 8 ans. Cela signifie donc que le nombre d'entrepreneuses augmente plus fortement, plus vite que le nombre de dirigeants d'entreprise. Alors, il faut bien avoir en tête que dans la région, comme dans l'ensemble de la France, les entreprises créées sont d'abord des entreprises qu'on appelle classiques, individuelles, et plus précisément, et plus récemment, sur les dernières années, des micro-entreprises. Effectivement, depuis 2018, il y a eu un doublement du plafond du chiffre d'affaires qui permet d'avoir droit à ce statut. Et puis, par ailleurs, les formalités à la création d'entreprises ont été simplifiées. Il y a également à prendre en compte le phénomène de l'ubérisation de l'économie et puis le développement des services aux particuliers et à la personne. Alors, j'allais vous demander quel type d'entreprise elle crée. Mais du coup, on l'a dit, un peu de micro-entreprise, un peu de classique, c'est bien ça? Voilà, alors malgré tout, même si la micro-entreprise se développe, la grande majorité des dirigeantes dans la région sont à la tête d'une entreprise dite classique, c'est-à-dire une entreprise qui n'est pas une micro-entreprise. Donc c'est plus de 60%, et ces entreprises classiques, elles sont en majorité des entreprises individuelles, et on a également quelques SARL. Dans quel secteur d'activité les femmes se retrouvent-elles principalement? Alors c'est là où, quand on parle de secteur d'activité, il faut bien distinguer en fait les dirigeantes d'entreprises classiques des micro-entrepreneuses, parce qu'on a constaté effectivement il y a des secteurs d'activité très différents. Donc parmi les chefs d'entreprise classiques, eh bien, 1/3 exercent dans les activités de service. Comme par exemple la coiffure, les activités juridiques de conseil ou la restauration traditionnelle. Elles sont également très présentes dans le domaine de la santé, notamment en qualité d'infirmières, sages-femmes, médecins généralistes. C'est environ 30% des dirigeantes de la région d'entreprises classiques. Et puis également, un certain nombre sont agricultrices, c'est près de 20%, et presque autant sont commerçantes.
Donc, les domaines d'activité des entrepreneuses, des dirigeantes d'entreprises classiques sont très variés finalement. Contrairement, alors ce qui n'est pas le cas pour les micro-entrepreneuses. Hein. Pour les micro-entrepreneuses, en revanche, elles travaillent en très grande majorité dans les services et notamment ceux destinés aux particuliers. Hein. Donc comme les soins de coiffure, les soins de beauté, la coiffure, tous les services à la personne. Elles exercent aussi davantage que les dirigeantes d'entreprises classiques dans la fabrication artisanale et en particulier la fabrication de bijoux ou de vêtements. Elles sont donc à l'inverse moins présentes dans la santé, hein, puisqu'elles ne sont que 11% à avoir ce type d'activité, sachant que dans le domaine de la santé, les activités en fait autorisées sont plus limitées que pour les entreprises classiques. Alors qu'est-ce que ça implique en termes de rémunération, le fait qu'elles soient en entreprise classique ou en micro-entreprise ou dans des secteurs d'activité particuliers? Alors la première chose, c'est que les micro-entreprises sont beaucoup moins rémunératrices que les entreprises classiques. Donc le revenu des micro-entrepreneuses, donc ces revenus provenant de l'activité de leur entreprise, c'est ce qu'on appelle les revenus non salariés. Eh bien, ces revenus non salariés pour les micro-entrepreneuses est très faible. Il est en moyenne de 420 € net par mois en 2019. Alors, les micro-entreprises, ce sont pour la majorité des entreprises jeunes. Et puis, par ailleurs, on sait que le statut de micro-entreprise est limité par un chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'au-delà d'un chiffre d'affaires, l'entreprise doit changer de statut et devenir une entreprise classique. Ce qui fait que, compte tenu de ces faibles revenus non salariés, eh bien, on constate que près de la moitié des micro-entrepreneuses dans la région exercent une activité salariée en parallèle pour compléter leurs revenus. Et pour ces femmes donc, qui sont, qu'on appelle pluriactives, hein, puisqu'elles ont à la fois une activité salariée et non salariée, eh bien, leur activité salariée, leur emploi salarié représente jusqu'à 80% hein, en moyenne, 80% de leur revenu d'activité. Est-ce qu'on a des... Ah, vous n'avez pas fini, pardon. Peut-être juste un mot pour résumer tout ça, en synthèse, dire qu'une micro-entrepreneuse sur deux qui a à la fois une activité salariée et non salariée gagne moins de 1 200 € en moyenne par mois. En cumulant les deux activités. Voilà. C'est pas cher payé. C'est pas cher payé. Et alors, qu'est-ce qui différencie les dirigeants d'entreprises qui seraient dans des territoires différents, à savoir celles qui sont plutôt en milieu urbain, celles qui sont plutôt en milieu rural, pardon. Est-ce qu'il y a des différences de rémunération, des différences de secteur d'activité? Alors, juste pour compléter les questions de rémunération, hein, je vous ai parlé beaucoup des micro-entrepreneuses et du niveau de revenus. On peut dire un mot important, et c'est important pour les dirigeantes d'entreprises classiques, puisque leur situation de revenus est quand même très différente, parce que le revenu non salarié pour les dirigeantes d'entreprises classiques est beaucoup plus élevé. Hein. Il est de l'ordre de 2 700 € net par mois en moyenne. Alors malgré tout, même si ce revenu paraît important, on constate de fortes disparités, hein, puisque un tiers des entrepreneuses classiques gagnent moins de 1 200 €, alors qu'un autre tiers gagne plus de 3 000 €. Donc de fortes disparités de revenus parmi les dirigeantes classiques. Alors, juste, est-ce que vous savez, c'est vraiment une question qui vient, si par rapport aux hommes, par rapport au salaire, aux rémunérations des hommes chefs d'entreprise? Alors, dans l'étude qu'on a fait, effectivement, on a apporté quelques éléments hein, qui permettent de comparer. Globalement, les dirigeantes d'entreprise gagnent en moyenne 600 € de moins dans leur activité d'entreprise hein, que les dirigeants, que les hommes étant dirigeants d'entreprise. Un écart sur les niveaux, sur le revenu non salarié moyen de l'ordre de 600 €. Je vous remercie parce qu'on n'avait pas du tout préparé celle-là. Elle maîtrise son sujet. Et je reviens donc à la question entre le rural et l'urbain. Est-ce qu'il y a des différences là encore? Alors, il faut d'abord préciser que plus de la moitié donc, des entreprises dirigées par des femmes sont implantées dans l'espace rural. Et d'un point de vue donc, des revenus dégagés par leur entreprise,
on constate que plus le territoire est urbanisé, eh bien, plus les revenus non salariés des entrepreneuses sont élevés. Ces revenus non salariés sont 1,5 fois plus élevés dans l'urbain que dans le rural. Alors à cela, on peut apporter certaines explications. Dans les territoires ruraux, les entrepreneuses travaillent davantage dans l'agriculture, dans les services à la personne ou exercent une profession paramédicale, un certain nombre finalement d'activités qui globalement génèrent des revenus non salariés plus faibles. Et notamment dans les espaces les plus éloignés, les espaces ruraux les moins peuplés, les plus isolés, eh bien, les entrepreneuses sont davantage âgées et puis elles sont davantage aussi à la tête d'une SARL en tant qu'exploitantes agricoles. En revanche, pour les entrepreneuses qui se situent dans des territoires ruraux, mais plutôt proches de petits pôles d'emploi, de petites villes, on constate que les femmes dirigent plus souvent des micro-entreprises et elles sont plus jeunes. Voilà. Alors en milieu urbain, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les territoires urbains de notre région, eh bien, les entrepreneuses exercent davantage des métiers très rémunérateurs, notamment dans la santé, en tant que dentiste, par exemple, médecin spécialiste, ou dans les services aux entreprises, ou le commerce, par exemple, des produits pharmaceutiques. Donc des métiers plutôt à rémunération plutôt élevée. Malgré tout, on constate des disparités dans tous ces territoires urbains, puisque pour la moitié des entrepreneuses, le revenu non salarié rapporte moins de 1 200 € net par mois. Donc on a de fortes disparités aussi de revenus non salariés dans ces territoires. Alors dans les communes, on a constaté que dans les grands pôles d'emploi, et notamment sur Dijon, Besançon, Belfort, ou dans les communes de leur banlieue, on constate que les dirigeants d'entreprise sont relativement jeunes, et puis la majorité de ces jeunes femmes sont à la tête d'une micro-entreprise, et de ce fait, elles exercent aussi très souvent une autre activité salariée. C'est près de 60% de ces jeunes femmes qui sont micro-entrepreneuses et qui ont une activité en parallèle. Merci. Donc, voilà. C'est tout complet. Donc, alors, pour terminer, précisez ce que vous voulez, Madame Bordel. Les résultats de notre étude, eh bien, vous pouvez les consulter, ils sont consultables depuis juillet dernier sur le site INSEE.fr. Vous faites même mon boulot, c'était prévu, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. J'allais justement dire qu'on avait des élus très intéressés au premier rang qui se demandaient, j'ai pas bien entendu le chiffre, voilà, je les entendais. Eh bien que sachez, mesdames, et sachez-vous tous, qu'effectivement cette étude est consultable en ligne sur le site de l'INSEE depuis le mois de juillet et qu'elle ne va pas partir tout de suite, c'est bon. Voilà. Elle y reste, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Vous avez loupé des chiffres, vous pourrez aller les retrouver. Merci à vous beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter. Mais justement, c'est pour ça, j'ai vu que vous preniez des notes et qu'il vous manquait des chiffres. Tout est dans l'étude sur le site de l'INSEE, vous aurez la totale. Merci à vous, Madame Bordel. Et merci à l'INSEE pour cette étude. Madame Lullier, vous pouvez rester où vous êtes si vous voulez, parce qu'on va parler en complément de cette étude de l'INSEE. Madame Lullier, vous allez nous présenter quelques résultats d'une enquête nationale qui a été menée par l'IFOP pour le compte de l'Observatoire de la création d'entreprises de BPI France, création, auprès de 5500 personnes représentatives de la population française, si je ne me trompe pas. Alors je rappelle que vous êtes responsable création entrepreneuriat Bourgogne-Franche-Comté chez BPI France. Et j'ai une première question pour vous, Madame Lullier. BPI dispose donc de cette étude nationale dont vous allez nous parler, mais sur quoi est-ce qu'elle porte exactement cette étude? Merci. Alors l'étude, elle s'appelle Indice entrepreneurial français. Donc comme vous l'indiquiez, l'IFOP contacte tous les 2 ans 5500 personnes représentatives du coup de la population française. L'objectif de cette étude, il est double. Le premier, c'est d'avoir une mesure de la chaîne entrepreneuriale. Alors qu'est-ce que la chaîne entrepreneuriale? En fait, c'est la part des Français qui sont concernés par l'entrepreneuriat. C'est-à-dire les personnes qui sont intentionnistes, les personnes qui sont en train de porter un projet, les personnes qui sont en train de créer, les dirigeantes d'entreprises déjà installées, et les personnes également qui ont cédé ou fermé leur entreprise au cours de l'année.
Donc on est vraiment sur, on va dire, une population assez large, et donc on l'appelle la chaîne entrepreneuriale. Donc ça, c'est le premier point qui est mesuré par cet indice. Le second point, c'est mesurer la culture entrepreneuriale. Donc là, en fait, on est sur de la mesure de perception et représentation de ce qu'est l'entrepreneuriat pour les Français. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est aussi voir quelles sont les compétences et les qualités nécessaires, selon les sondés, pour pouvoir entreprendre. Donc là aussi, c'est assez instructif. Donc compte tenu du nombre de personnes interrogées, qui est quand même assez significatif, on a la possibilité de produire des zooms, et du coup c'est ce que l'on fait. Des zooms sur, donc je parlais tout à l'heure de nos sujets phares, donc les zooms sur les quartiers politiques de la ville, des zooms sur l'entrepreneuriat des femmes, des zooms aussi sur l'entrepreneuriat dans les zones rurales. Donc là, du coup, on va plutôt approfondir le zoom entrepreneuriat féminin. Ça me paraît être une bonne idée, ça. Ça me paraît être une thématique sympa pour l'après-midi. Alors du coup, justement, quelle grande tendance fait-elle ressortir cette étude sur le genre et éventuellement aussi sur l'âge des entrepreneurs? Alors, au niveau des informations, déjà l'information préalable sur la chaîne entrepreneuriale que je vous ai décrite tout à l'heure, c'est qu'il y a 30% des Français qui sont concernés par la chaîne entrepreneuriale. Donc c'est quand même un pourcentage qui est assez élevé, qui montre qu'il y a un dynamisme certain sur le sujet en 2021 et donc aujourd'hui en 2022. Donc avec une approche par genre, donc quand on va au niveau des chiffres, il y a 26% des femmes qui sont dans cette dynamique, donc dans la chaîne entrepreneuriale, et cela représente encore 8 points d'écart avec les hommes. Et là c'est intéressant qu'on fasse ce point tous les 2 ans avec l'IFOP, cet écart est en train de se réduire, et il se réduit rapidement, puisqu'en fait dans la précédente étude qui a eu lieu en 2019, il y avait 3 points de moins pour les femmes, donc ça va quand même très vite. Voilà, aujourd'hui, en 2021 c'était 26%, et donc c'était 23% en 2019. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à ce resserrement, ce qui est pressenti, mais on n'a pas encore tous les tenants et aboutissants, on ne peut pas interpréter, faire trop d'interprétation, mais ce qu'on pressent, c'est qu'il y a une contribution importante des jeunes générations au niveau de ce gain de points. On sent qu'en fait, il y a une progression des femmes intentionnistes, il y a une progression des femmes porteurs de projets, et donc du coup, ça a un impact sur les chiffres que je vous ai annoncés précédemment. Après, donc au niveau des genres, au niveau des intentionnistes, là aussi c'est très intéressant. Il n'y a plus de sujet de fossé de genre, de gap de genre. Donc ça c'est vraiment intéressant de voir que en 2021, il y a autant de femmes et d'hommes en proportion qui souhaitent, qui ont le projet, pas encore concret, de créer leur entreprise. Après, bien entendu, l'enjeu, ça va être la mise en action. Il va falloir concrétiser cette idée, mais en tout cas, c'est déjà un beau départ, qu'au niveau des intentionnistes, il n'y ait plus de différence. Alors, selon l'étude, justement, les femmes, qu'est-ce qui les motive à entreprendre? Mais pourquoi donc? Alors, là, c'est très intéressant de voir les motivations. La première, qui réunit 26% des répondantes, c'est le souhait de réaliser un rêve. Réaliser un rêve, c'est la première motivation en France pour une créatrice d'entreprise ou pour une personne qui est intentionniste. Et donc, c'est vraiment très spécifique à la femme, puisqu'il y a 9 points de plus que pour les hommes. Donc qui ne mettent pas du tout ce motif dans les premières motivations. Ensuite, il y a le souhait d'être son propre patron, donc à 24%, donc juste après, hein, on passe 26 à 24, et également toute proche, l'envie d'exercer une activité en adéquation avec ses valeurs.
Et là, ce qui est intéressant sur ces deux dernières réponses, c'est qu'on est en parité totale avec les hommes. Voilà. Donc c'est juste la première motivation qui est différente. Dans l'analyse aussi qu'on peut faire des retours, alors pour les femmes entrepreneurs donc installées, parce qu'on a posé ces questions aux différents profils et on a fait cette analyse par profil également, les enjeux financiers passent vraiment en arrière-plan par rapport aux hommes. En fait, l'augmentation des revenus, c'est une motivation principale chez les hommes, qui sont à 26% à entreprendre pour ces raisons. Voilà. Donc voilà. Et côté femmes, ça arrive seulement en 4e position à 18%. Donc on voit que les ressorts sont différents. Il n'y a pas de bon ou mauvais ressort, le principal c'est d'y aller. Mais je pense que ça peut aider aussi à comprendre, peut-être à mieux comprendre les femmes entrepreneurs qu'on reçoit quand elles sont en phase de création notamment. Moi ce que je retiens c'est que les femmes sont moins vénales que les hommes. Je dis ça, je dis rien. Et en plus vous pouvez vous appuyer sur une étude, c'est magnifique. Je dis ça, je dis rien, hein, mais... Et l'étude fait-elle ressortir des freins à l'entrepreneuriat des femmes? Oui, alors au niveau des réponses à l'enquête, ces réponses, elles traduisent un problème de confiance qui est bien documenté, hein, qui est bien connu. Mais du coup, là c'est chiffré. Lorsque les femmes s'auto-évaluent, elles sont 5 sur 10 à affirmer posséder les compétences pour entreprendre. Donc vraiment la moitié. Et dans les compétences pour entreprendre, il y a les compétences de décision, de négociation, de présentation des résultats. Après, on peut dire aussi les chiffres en reflet, 5 sur 10, ils vont et se sentent légitimes. Deuxième point sur les freins. Les femmes sont 2 fois plus sensibles à l'échec que les hommes. Donc ça aussi c'est vraiment un point vraiment dur, puisqu'elles sont 18% à être sensibles au risque d'échec, contre 10% chez les hommes. Donc là il y a vraiment on va dire une différence nette. Enfin, elle témoigne également d'une plus faible pratique entrepreneuriale que les hommes. 4 sur 10 déclarent avoir eu une expérience du monde des affaires, de la création ou de la gestion d'entreprise avant de se lancer, et la proportion est de 1 sur 2 pour les hommes. Voilà, c'est voilà, les grandes lignes de l'étude. Et est-ce que la crise sanitaire qu'on vient de traverser a eu un impact sur l'entrepreneuriat des femmes? Ça a bouleversé tellement de choses, est-ce que ça a bouleversé aussi ce secteur? Alors oui, après ma réponse ne va pas être extrêmement documentée parce que je pense que le nombre de questions sur le sujet était assez ténu dans l'étude, donc il ne va pas falloir en faire de généralité. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2021, parce qu'il faut toujours replacer l'étude dans un contexte, en 2021, là où les hommes ont eu tendance à se mettre à la recherche d'un nouvel emploi, il y a eu plus d'hommes qui ont déclaré envisager travailler à leur compte. Mais ayez bien en tête qu'on est vraiment sur la chaîne entrepreneuriale, hein, donc ce sont des tendances et là encore c'est la concrétisation qui compte et c'est pour ça qu'en fait il y a un bémol, hein, dans l'analyse de l'étude, pour rappeler que les activités des entrepreneurs, elles s'inscrivent vraiment sur une durée longue. Et que du coup, ce qui est vraiment à retenir, c'est qu'il y a quand même un clivage homme-femme qui vraiment va en s'atténuant, que ça part du départ, c'est-à-dire des intentionnistes, qu'il va falloir surveiller la transformation, mais il va y avoir également en parallèle un fort renouvellement, hein, du monde de l'entrepreneuriat, avec peut-être beaucoup de ventes d'entreprises dans le futur. Donc c'est pour ça, on est sur une photo en 2021 et d'après l'étude, il y a vraiment un effacement en cours du clivage homme-femme. Merci Madame Lilly. Est-ce que cette étude est consultable? Parce que tout à fait. On en a appris plein, on n'a pas eu le temps de tout noter peut-être, moi la première.
Est-ce qu'on peut du coup la retrouver sur le site de BPI France? Oui, tout à fait. Donc c'est sur le site BPI France Création. Donc l'étude s'appelle Indice entrepreneuriat français. Et donc je pense que si vous tapez ça dans Google, ou votre moteur de recherche préféré, ou autre, pardon. Ou autre, vous trouverez. Merci à vous, Madame Lhuillier. Merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'on peut l'applaudir aussi. Et bien voilà, nous sommes cet après-midi à la CCI. En face de moi, Laurence qui va nous donner un petit bilan de cette journée, puisque ce matin nous étions à une association dont elle va nous reparler, je pense, et cet après-midi à la CCI pour les femmes. Merci. Donc cette journée qui a été consacrée à l'engagement associatif, à l'entrepreneuriat, à l'insertion économique des femmes avec la venue de la ministre Marlène Schiappa. Donc nous a permis ce matin de visiter en fait les locaux de l'association Cœur, qui est une jeune association qui a comme objectif en fait la réinsertion professionnelle des femmes, particulièrement issues de l'immigration. Donc cette association fait partie de l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est bien le champ d'émission de la ministre. On a donc rencontré 5 femmes ce matin qui nous ont expliqué voilà, leur parcours, comment elles sont arrivées dans ces structures et puis quel est l'objectif derrière, c'est-à-dire effectivement de retrouver un emploi et de valoriser les compétences qu'elles ont, qu'elles avaient déjà quand elles ont quitté leur pays. Pour certaines d'entre elles, devoir aussi apprendre la langue, voilà, c'est un autre travail. Donc elles sont accompagnées par un certain nombre d'acteurs, dont l'État et puis les collectivités, sur le volet insertion. Voilà, donc c'est une entreprise de ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique. Donc ça c'était pour ce matin. À midi, il y a eu un temps au bien public sur un échange en fait avec 6 ou 7 chefs d'entreprise qui s'intitulait Face aux lectrices, où elles ont pu exposer aussi leurs problématiques dans différents secteurs, la culture, le sport, le notariat, l'accompagnement à la création d'entreprises, et poser des questions à la ministre sur différents sujets relatifs aux associations. Voilà, par exemple, elle a annoncé la création d'un guichet unique pour les demandes de subventions. Voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qui va être très bien accueilli par les associations parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc ça, c'était le temps de midi. Et cet après-midi, donc un temps dédié à l'engagement de 19 partenaires aux côtés de l'État, de la région et de BPI sur la facilitation de l'accès à l'entrepreneuriat des femmes, que ce soit en création ou en reprise. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, je te laisse rejoindre la salle parce que je sais que tu es attendue. Merci.